BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. C'est le trio que le monde entier nous envie, le trio du Club Imo pour vous aider à investir donc dans le marché immobilier avec Éric Tréguier. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Salange. Olivier Marin pour Propriété Le Figaro. Bonjour. Bonjour Olivier. Marie Cœur de Roy, notre experte Imo sur BFM. Ça va Marie? Ça va super. Eh bien c'est parti. Alors comment ça va vous Olivier? Bien, et vous? Bien. Oui, ça va, bien. Vous allez aussi bien que le marché immobilier ou pas? Alors le marché va C'est compliqué très bien. d'aller Le marché mieux. va très bien au niveau des transactions et les prix commencent à monter, même ça s'amplifie pas mal. Hier, en fait, les notaires avec l'INSEE ont donné les premiers résultats. En fait, déjà sur une année glissante, savoir sur les 12 derniers mois de l'année, on est à 880 000 ventes. Sur une année glissante, c'est énorme. C'est énorme, mais on a aussi parallèlement ce phénomène de la hausse de prix. Alors, hausse de prix au niveau national, on est à plus 3%, on va dire en moyenne. Et si on regarde, en fait, les prix sont tirés essentiellement par la hausse qui se déroule en Ile-de-France et à Paris en particulier. À Paris, il y a eu près de 10 000 ventes au premier trimestre 2017. C'est un record du jamais vu depuis 1991. Et quand on regarde dans le détail, selon les avant-contrats des notaires, on va être en juillet prochain à 8 800 € par mètre carré en moyenne pour un logement. Là aussi, c'est du jamais vu. C'est un record historique et ça donne Record raison historique. finalement à Century 21 qui nous dit là depuis quelques mois qu'on sera à 9 000 € d'ici la fin de l'année le mètre carré à Paris. Ça semble de plus en plus probable vu le rythme de progression des prix là. Et puis, donc, ce serait 7% de hausse sur une année pour Paris. Et en fait, tous les arrondissements sont touchés. On a 7 arrondissements à plus de 10 000 € du mètre carré et 4 à plus de 11 000. C'est le premier, c'est le 4e, le 6e, le 7e arrondissement, 2 fois plus cher que le 19e. Et on a le même phénomène en Ile-de-France, des ventes en hausse, comme les prix, mais première et grande couronne, autour de 5% de hausse annuelle. Et selon les notaires, un bien qui est au juste prix, en fait, il part en combien de temps? Il part en 15 jours. À Paris, c'est encore moins. Donc vraiment, il y a cette frénésie aussi d'acquisition. Beaucoup de gens sont positionnés, portés par le carburant, des taux d'intérêt très bas. Et ça devrait continuer. Et il y a un truc intéressant, je ne sais pas si Olivier l'a noté, mes collègues l'ont noté, si Eric aussi l'a noté. Ce qui se passe à Paris, en fait, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait une hausse plus forte des prix dans les quartiers populaires que dans les quartiers très, très chers. Et on a le sentiment qu'on a une forme de rééquilibrage de Paris intramuros. Quand on parle du Grand Paris et qu'on dit que finalement, vous savez, le périphérique, ce sera la 86, on a l'impression d'assister à ça. C'est-à-dire que le cœur de Paris, ça devient aujourd'hui Paris intramuros. On a un rééquilibrage des prix à Paris et puis petit à petit, nos quartiers populaires, ce seront des villes de banlieue. C'est-à-dire que la première couronne est en train de rattraper en partie les prix parisiens là. Oui, Non, et puis même, c'est l'intérieur de Paris, Paris intramuros, qui devient un gigantesque un arrondissement à lui tout seul, Exactement, le c'est 8e, hélas, pour les prix. Et donc, tout le monde est en train de se caler sur des prix quand même on a eu assez des élevés. records, d'ailleurs. Maître Charles Flaubert a cité hier l'exemple d'un appartement 108 mètres carrés dans les quartiers Champs-Élysées vendu au prix de 30 000 € le mètre carré. Et Donc, il en a cité un autre, 117 mètres carrés rue Dauphine, dans le 16e arrondissement, c'est vrai. à 20 450 du mètre carré, 20 450. Il faut s'en plaindre ou pas? Non, il ne faut pas s'en plaindre. Les notaires S'en parlent aussi inquiéter d'un effet Brexit, peut-être, puisqu'en fait, il y a une accumulation énormément d'Anglais qui achètent à Paris en ce moment. Après, le problème parisien, c'est toujours le même. Et ce sera le même problème qu'on aura et auquel on assiste par exemple à Bordeaux où les prix augmentent encore plus fortement qu'à Paris, même si le niveau est moindre évidemment. Mais c'est que forcément à Paris, on vit déjà ça. C'est-à-dire que qui peut acheter à Paris ? Ce sont rarement des Parisiens. Et Bordeaux est en train de vivre exactement la même chose. C'est-à-dire que les prix montent tellement que les Bordelais eux-mêmes ont de plus en plus de difficultés à devenir propriétaires à Bordeaux. Donc il faut bien se rendre compte quand même mais c'est qu'il y a des acheteurs derrière. Il y a quand même des acheteurs. Attendez, le marché parisien, il n'est pas porté que par des étrangers. Il est pas Paris porté que reste par habité des- de non, non. Parisiens. Je dis pas, non, mais je dis pas ça. On Mais- sait très bien que les prix les plus élevés sont quand même poussés par les étrangers. Les biens qu'on vous a Oui, dans le cités 17, tout à l'heure sont très souvent achetés par des étrangers parce que le prix unitaire de l'appartement il est tellement élevé qu'il y a très peu de gens en France qui... Et ça ne résume pas le prix d'un appartement parisien. Non, mais Vous ça nous parlez pousse. là Non, d'une- mais ça pousse. Bah, Ça pousse. forcément. Voilà. Bien sûr, quand 80% des biens de plus de 4 millions d'euros sont achetés à Paris par des étrangers. 80%. Ok. Enfin, les autres, ça reste des Parisiens, des Français, on peut quand même bien sûr, accéder. bien sûr. Ok, hein, c'est cher, on est bien d'accord, mais enfin, ça reste accessible quand même Non, pour c'est une pas vrai. partie des Mais particuliers. ça l'est de moins en moins. Mais ça l'est encore quand même, Marie. Mais ça l'est encore, mais ça l'est de moins en moins. Mais oui. Ça En l'est de moins moyenne, moyenne, on s'endette, en tout cas, on mobilise 5 années et demie pour acheter son appartement. Les Parisiens, ils sont à plus de 7. Donc, et pourtant, ils ont un salaire supérieur à la moyenne française.
Donc vous voyez, on est Mais quand sauf même que les dans salaires suivent pas non quelque plus la chose hausse qui, des prix de l'immobilier, qui tape des limites. Bon, et donc les transactions, pour l'instant, ne ralentissent pas. Elles vont finir par ralentir vu le rythme de hausse des prix. Pour le moment, elles ralentissent pas officiellement. Je vous rappelle que les chiffres qui sont donnés, alors c'est le juge de paix, les notaires, l'INSEE, ok, d'accord, mais on est sur le premier trimestre. Après, on a tout un tas d'indicateurs avancés. On peut considérer, par exemple, que le dernier baromètre LPI Se Loger, dont on a beaucoup parlé, peut avoir une forme de signal d'alarme quand même. Et parce qu'en plus, les courtiers l'avaient déjà senti un tout petit peu ces dernières semaines. C'est quoi? Alors, c'est pas une baisse de la demande, c'est un affaiblissement de la hausse. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même... Voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que, à mesure que les prix montent, sachant que les taux ne baissent plus, eux, et forcément, on va avoir une demande qui va faiblir. On a une offre qui se raréfie quand même aussi. Donc, de fait, on rentre dans ce moment où, alors, soit on a de nouveau des baisses de taux, soit on a des vendeurs qui reviennent un tout petit peu à la raison et qui arrêtent de faire progresser les prix à ce niveau-là. Sinon, on risque effectivement de mettre fin à des mois d'euphorie immobilière. C'est ça. Mais ce qui serait peut-être nécessaire, pourquoi s'en plaindre? S'il y a moins de transactions, ça fera peut-être freiner la hausse des prix. Sauf qu'en même temps, les deux drivers du marché, il y a les étrangers et les Français. Les Français, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher un lingot d'or. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est le lingot d'or. Parce que c'est quelque chose qui rapporte, qui est sûr. Donc c'est mieux qu'un lingot, parce qu'un lingot jusqu'à présent, ça ne rapporte pas. Mais effectivement, quand on voit aujourd'hui ce que rapporte un livret A, quand on voit ce que rapporte l'assurance vie, on se dit finalement, les 7 à 8% dont parlait Olivier, c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on est un petit peu obnubilé par le rendement locatif qui est bas, mais il y a aussi la plus-value. Aujourd'hui, quand votre appartement il prend 7% ou 5 ou 6% par an, c'est beaucoup mieux que le livret A, c'est beaucoup mieux que votre contrat d'assurance vie. Mais justement, vous achèteriez au prix actuel, ça a déjà bien progressé, vous pensez qu'il y a encore des plus-values devant pour ça, c'est l'erreur classique. C'est l'erreur classique. C'est j'aurais dû acheter l'année dernière, c'est trop tard. Mais non. Puis après, il y a des valeurs sûres. Il faut suivre une tendance. D'ailleurs, on le dit très souvent pour les investisseurs boursiers. Il faut accompagner le mouvement quand le mouvement est dans la hausse. C'est au moment où ça va se retourner qu'il va falloir savoir s'arrêter. Alors ça veut dire que je comme en bourse. Oui, comme en bourse. Je suis vendeur, ça veut dire que j'ai intérêt à attendre, vu que vous nous dites que les prix vont continuer de progresser, j'attends avant de vendre. Tout dépend où vous êtes aussi, et tout dépend de votre parcours immobilier à vous-même. C'est-à-dire que parfois on vend aussi pour acheter plus grand. Donc c'est aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre argent? Si c'est pour le mettre dans un contrat d'assurance vie, effectivement, gardez votre lingot d'or. C'est pour l'offrir à Marie. Alors là, non, faites-le tout de suite, alors vendez. Il y a des trucs, des astuces, des tuyaux pour acheter moins cher un bien immobilier, je sais pas, acheter un bien décoté, il y a des petites recettes qu'on peut apporter comme ça. Je crois que tout le monde est en train de rechercher ce genre de biens. Alors, on a déjà parlé ici, par exemple, des ventes à la bougie, on a parlé de tous ces gens qui cherchaient par exemple des parkings, des caves, des petits biens. On sait très bien qu'il vaut mieux aller chercher des petits appartements qu'on louera plus facilement, avec un rendement plus élevé dans une ville de province encore dynamique et qui a une population en hausse. Ça c'est vrai. Mais le meilleur conseil qu'on puisse donner aujourd'hui, c'est si vous êtes bricoleur, achetez un bien à rénover. Parce que effectivement, aujourd'hui, c'est là où on fait la meilleure plus-value. Vous faites automatiquement, quasiment, en travaillant dessus et en le faisant vous-même, une plus-value de 15 à 20% par rapport au prix auquel vous l'avez acheté. Pas mal. Pas mal. Si on n'est pas bricoleur et qu'on veut quand même trouver des décotes, il faut acheter quoi? Un bien occupé, un bien en viager? On a des décotes de 20-30% parfois quand même. Oui, mais le bien en viager, voilà, c'est aléatoire. Et puis surtout, c'est à une échéance assez élevée. On peut penser que, la personne. Et un bien occupé par un locataire, tout simplement, il faut juste attendre la fin du bail. On achète quand même le bien avec une décote. On achète avec une décote et surtout, ce qui est intéressant, on achète avec un rendement. Donc en plus, on joue sur les deux. Donc c'est pas mal là. C'est pas mal, oui. Ça permet d'attendre quand on sait que sa situation va évoluer, qu'on aura peut-être besoin de quelque chose de plus gros ou de plus petit, et donc ça permet de prendre position. Justement, on est à l'affût de tous les bons plans d'intégral placement au service des particuliers, c'est notre mission. C'est intéressant de regarder aussi les prix par étage. Eric, il y a une étude qui a été publiée là-dessus. Et en fonction de l'étage auquel vous achèterez, bien vous profiterez ou non de certaines décotes. Oui, c'est vrai que souvent quand on passe devant un immeuble, on dit ça vaut, c'est dans ce quartier, dans cette rue, ça vaut 8 900 du mètre carré. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, le 8 900... que vous soyez au rez-de-jardin. On ne nous dit pas tout alors. Voilà, le 8 900 du mètre carré, c'est en moyenne à Paris le deuxième étage, entre le premier et le deuxième étage. Voilà.
Par contre, si vous êtes sur le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée c'est un petit peu plus bruyant, c'est un peu moins éclairé. Si vous êtes au 6e, vous avez l'éclairage, mais également les escaliers. Et donc forcément, il y a des différences qui ont été mesurées. Et pour la première fois, elles sont chiffrées, ces différences. Exactement. Alors, ça a été chiffré par la société Meilleurs Agents, qui a montré qu'il y avait une variation de 19% à Paris entre l'étage le moins cher et l'étage le plus cher. 19%. 19%. Attendez, 19%, c'est le même écart qu'entre un arrondissement cher et un arrondissement pas cher. Là, c'est énorme. Tout à fait, mais en tout cas, c'est un écart assez énorme. Et effectivement, il ne faut pas se faire piéger. C'est-à-dire acheter le rez-de-chaussée au prix du 6e ou au prix du second. Donc, il faut vraiment avoir en tête ces différences qui peuvent exister entre des prix. Alors, c'est vrai que si vous avez un ascenseur, les choses changent. C'est-à-dire qu'au 6e, vous êtes très content d'habiter au 6e dès qu'il y a un ascenseur. Eiffel, par exemple, si vous avez l'escalier. Enfin, les charges d'ascenseur, il faut aussi les compter. Oui, mais enfin, celui du rez-de-chaussée. Tout le monde les paye un peu. Non, il les paye moins. C'est la proportion bien sûr. Ah oui, on s'en sert pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aplanit les difficultés pour circuler dans l'immeuble. Et donc, non, puis même sur le rez-de-chaussée, Eric, parce que vous avez un rez-de-chaussée sur rue tout pourri, et puis vous allez avoir le rez-de-jardin sur une petite courette un peu jolie aménagée. Ça aussi, il faut bien regarder. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus penser que sous prétexte que vous êtes au rez-de-chaussée, il faudra avoir un prix forcément extrêmement décoté. Et Marie souligne un point important, c'est donc l'accès à la vue. Et on voit très bien, par exemple, à Biarritz. Vous êtes sur le front de mer, vous avez un appartement dans, vous savez, ces maisons un peu fin de siècle, magnifiques, etc. D'un côté, c'est-à-dire sans la vue, vous êtes à 7 000. De l'autre côté, vous êtes à 12 000, dans le même immeuble, au même étage. Vous voyez ? Donc vous frappez à la porte d'à côté, de l'autre côté du couloir, celle qui a la vue sur la mer, c'est 2 fois plus cher. C'est incroyable. Acheter moins cher et donc se faire copain avec les voisins du coup. Biarritz ou Vladimir Poutine s'était fait proposer le poste de président russe. Vous vous souvenez, par le KGB. Il était en vacances à ce moment-là à Biarritz. Et bien sûr, beaucoup de Russes sont à Biarritz. Exactement. Pour des et tout raisons. cela s'est joué au Pays Basque français, figurez-vous. Eh oui, la France, importante quand même aux yeux des Russes. Eric, on a parlé de ces prix qui évoluent selon l'étage, ces bons plans pour essayer d'acheter à prix décoté. Olivier, si on souhaite vraiment acheter moins cher, il suffit tout simplement de trouver aussi les régions les moins chères. Oui, il faut vraiment avoir en tête, c'est vrai qu'on dit régulièrement, les prix sont à la hausse dans les grandes villes, mais alors dès qu'on va dans des secteurs ruraux, là ça dévisse véritablement. Alors je ne dis pas qu'il y a toujours des bonnes affaires, mais c'est intéressant quand même d'y porter attention. Et actuellement, vous avez par exemple la Basse-Normandie, c'est un peu la grande braderie. Alors la Basse-Normandie, c'est maintenant la Normandie. Vous avez des biens, vous allez voir en image, à moins de 50 000 euros. Ça peut être pour un premier achat. Maison à Colombage, exemple à Vimoutier, sud du Pays d'Auge, 113 mètres carrés, 6 pièces, mise en vente 45 000 euros. Vous avez une petite maison, 60 mètres carrés, près de Bagnoles de l'Orne, qui est très réputée pour une station thermale, mise en vente 29 000 euros. Dans le même secteur, maison 157 mètres carrés, 8 pièces, mise en vente 34 000 euros. Petite maison, Saint-Symphorien-les-Bruyères, sur un terrain de 1700 mètres carrés, mise en vente 22 000 euros. Il y a énormément de biens de ce type. Il faut savoir que certains vendeurs ont besoin économiquement suite à un divorce ou ont besoin d'argent très rapidement. Un portail d'ailleurs, aujourd'hui faites l'exercice, allez voir Basse-Normandie, des biens à moins de 50 000 euros, il y en a 440. Il y a véritablement des... Et puis c'est des secteurs aussi, et des maisons peut-être à rénover pour un premier achat. C'est ça, mais... Ce que disait Eric, c'est intéressant. Mais c'est un premier achat de résidence secondaire, souvent. Pour aussi, une résidence même, secondaire, mais on a des prix moins de 50 000 euros. Ouais. Parce que c'est en Basse-Normandie ou en Normandie, puisque le nom de la région a changé, qu'on trouve les biens les moins chers aujourd'hui. Ça signifie peut-être aussi que c'est l'un des points... C'est une tendance aussi dont on parle beaucoup sur les zones rurales. Il y a vraiment ce marché immobilier à plusieurs vitesses. Pas du tout. Vous allez dans le Gers, vous allez en Corrèze, vous avez aussi, vraiment... Là, j'ai fait un petit focus sur la Basse-Normandie. Vous parlez de tendance, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de perspective économique très florissante dans ces coins-là. C'est pour ça que c'est aussi peu cher aussi. Il y a des populations, il y a abondance de biens, il y a aussi un vieillissement de la population qui fait que il y a beaucoup d'habitations qui se libèrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits en France où on peut s'acheter une maison pour le prix d'une voiture. Mais Guillaume Vultit, à chaque fois, Paris n'est pas la France. Oui, et puis c'est intéressant parce que justement que Olivier ait choisi la Normandie, c'est pas inintéressant non plus pour nos fameux Parisiens qui ont peut-être du mal à acheter à Paris, d'avoir pas très loin aussi, effectivement, la perspective de pouvoir se payer une résidence secondaire à 50 000 euros. Quoi. Voilà, vous êtes dans votre petit 2 pièces et puis de temps en temps, hop, le grand bol d'air près en province. Vimoutier, où il se trouve que j'ai un peu de famille, et le centre-ville est totalement déserté par les commerces. C'est une catastrophe. C'est pas la seule ville moyenne qui vit ce genre de choses.
Olivier, l'immobilier, ce sont aussi des paysages. La pierre, ce sont même parfois des rires, des sourires. Oui, absolument. Ce sont des couleurs et vous allez nous le prouver. Et là, vous allez voir, pour relancer le tourisme dans un village qui était au bord de la faillite économique, aux allures vraiment de bidonville, les autorités locales, nous sommes en Indonésie, et les autorités locales ont décidé de repeindre en fait toutes les maisons du village. Le village s'appelle Kampung Pelaji. Il y en a 232 maisons au total. Wow. On découvre Les images. repeindre avec des formes géométriques très colorées, couleurs vives, arc-en-ciel. Et en fait, tout le monde a participé. Les habitants ont participé. Il y a eu des artistes aussi qui sont venus. Et l'opération, en fait, a transformé complètement le village en un lieu très populaire. Coût de l'opération, 20 000 €. Le gouvernement espère rembourser ses frais en attirant justement les touristes dans ce village indonésien. Et en fait, cette initiative, ça cartonne et ça devrait rapporter beaucoup plus parce qu'il y a justement les réseaux sociaux en ont pas mal parlé. Et ce village, donc, qui est baptisé Arc-en-Ciel, ça doit être maintenant sans doute l'un des plus colorés du monde. Et voilà, les habitants sont ravis et je pense que ça pourrait peut-être donner des idées à certaines communes. Mais c'est Les hyper images intéressant ce que dit Olivier, incroyables. parce que c'est vrai que vous pouvez dirait la valoriser mire. un patrimoine à moindre coût, mais quand vous voyez, quand vous visitez par exemple en Italie, nous on a des amis qui sont partis aux 5 Terres récemment, et vous regardez ce qui est le plus joli en fait, ce sont les couleurs des maisons sur la côte. C'est pas tant l'architecture de ces maisons-là, mais davantage les couleurs. Et c'est vrai que pour valoriser son patrimoine à moindre coût, parfois la couleur, l'embellissement simple comme ça peut effectivement avoir un véritable effet. Il y a des villes comme ça qui sont célèbres pour avoir été peintes. Certaines villes, grecques notamment, à Santorin, il y a le blanc, le bleu. Il y a Hermoupoli à Syros, par exemple, avec des camaïeux de couleurs absolument incroyables. Bref. C'est une tendance mondiale. En Colombie, c'est la même chose. Ils repeignent énormément de villes, de villages. Il ne faut pas oublier qu'en France, tous ces coins impressionnistes, par exemple, eh bien, c'est la même chose. C'est couleurs pastel. Et c'est dans cette idée-là aussi que... Non, Olivier, vous avez pas l'air... Absolument. C'est un peu moins vif. un peu moins criard. Un peu moins vif, mais bon, vif. C'est sûr. C'est sûr que ça doit être sponsorisé quand même par une marque de peinture, à mon avis, parce que là... Non, mais l'initiative est super. Non, c'est chouette. Spectaculaires images. L'immobilier, c'est du paysage et c'est de l'investissement. On vous apporte d'autres clés pour investir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ce sera dans la suite du Club Immo.